Michel Dumas, Jean-Louis Lacroix, vous êtes libraire ou bouquiniste? Alors, Michel est à cheval sur le thème, et il a bien raison, parce que librairie d'occasion, ça serait l'idéal. Parce qu'il y a une différence, hein, Michel. Oh, enfin, moi, je dirais les deux, mon colonel. Hein, voilà. Parce que le bouquiniste, il y a le côté recherche, livre ancien, vieux livre, voilà. Mais vieux livre, ça ne veut pas dire poussière, désordre, n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça le côté libraire, ce serait plutôt sur l'agencement, le tri, le choix. Voilà. Quelle est votre histoire dans la librairie? Chacun, quelle est, par rapport au livre en général? Alors individuellement, je laisse parler Michel pour le plus ancien au niveau de l'expérience. Parce qu'il a commencé tôt dans les livres. Ouais. Bon, moi j'avais un père grand lecteur de littérature populaire, de science-fiction, des trucs. Enfin, il y avait toujours beaucoup de livres de cet ordre chez moi. Il avait beaucoup lu, beaucoup été au cinéma, etc. Voilà. Et puis après, bon, moi, je sais pas, j'aimais beaucoup le livre. Et puis, assez tôt, il m'est venu aussi le goût de dénicher des bouquins, de savoir ce qu'était une rareté, etc. Du coup, ce qui m'a amené à un moment de ma vie de devenir véritablement bouquiniste, j'habitais à Nice à l'époque et j'ai tenu pendant 10 ans une librairie, ce qui fait qu'à ce moment-là, bon, au jour le jour, comme on dit en apprenti, j'ai appris le métier. Et puis voilà, puis après, bon, j'ai cessé cette activité, mais j'ai toujours continué à chiner, c'est-à-dire à rechercher à droite, à gauche, à tourner. Voilà. Il y a le côté aussi un peu chercheur de pépites qui est très important, mais moi j'adore dénicher des choses, voilà. Et puis du coup après pouvoir les proposer aux gens ou les conserver dans ma bibliothèque. Un peu collectionneur alors? Ah, beaucoup. Pas qu'un peu. D'accord. Et vous Jean-Louis? Moi je suis venu au livre beaucoup plus tard en fait, mais par le travail de brocanteur à un moment donné, en dehors du fait que d'une façon privée je pouvais lire. La passion de dénicher aussi des objets, et je me suis rendu compte que les brocanteurs négligeaient pas mal les livres en fait, et l'opportunité a été de découvrir beaucoup d'éditions qui étaient délaissées, et je me suis mis à faire des marchés avec les livres, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Michel. Voilà. Mais j'avoue que j'ai été un lecteur tardif quand même. Mais ma famille très ancienne possédait imprimerie, librairie, papeterie. Apparemment c'est resté dans les gènes, mais c'est venu. Voilà. Et puis je suis à l'école avec Michel, je suis un apprenti. Voilà. Et vous lisiez quoi? Les premiers livres qui vous ont passionné puisque... Ça a été... D'abord je suis allé au classique parce que l'école vous poussait à lire un peu des classiques, même si je n'ai pas fait grandes études. Je suis passé par la BD. Beaucoup. Jeune, assez vite. Et ensuite, des auteurs que m'ont fait découvrir, des gens, quand vous échangez des livres et que les gens vous persuadent que ça, il faut le lire. Voilà, on est allé sur des auteurs plus contemporains ensuite. Mais on survolait, hein, vous savez, quand on n'est pas vraiment de formation littéraire, il faut découvrir vraiment par hasard. Hein, voilà. Et Michel m'a beaucoup parlé de pas mal de littérature, même dans le cinéma. Hein, on a de beaux ouvrages aussi sur ça. L'intérêt de la bouquinerie d'occasion, de la librairie d'occasion, c'est comme on est des dénicheurs aussi, on choisit et on permet d'avoir une belle représentation de l'ensemble diversifié. Alors on est à Rieux-Volvestre, ici dans le Volvestre. Pourquoi et comment êtes-vous installé ici et depuis quand? Oui, alors ça a été... là par contre l'ancien c'est lui. Alors moi je fais partie quand même des pierres ici. Donc j'ai été conçu dans la campagne ici, j'ai habité Toulouse, mais je suis revenu vivre ici en 2000. Et en fait en faisant les marchés, Michel a été client de mon stand à un moment donné, on s'est rencontrés comme ça, et puis on se retrouvait sur les lieux de rencontre autour du livre, et on a eu un peu le même intérêt pour dénicher des choses intéressantes. Et en passant devant une petite annonce qui était sur la vitrine ici, sans avoir eu le projet de créer quelque chose vraiment ensemble. Ça fait des clics. Ça a fait des clics parce que le lieu s'y prête, vraiment. L'amour de l'ambiance qu'il y a sur ce quartier qui a été un peu déserté, évidemment, avec le bar qui a fermé, tout ça, ce qui est dommage. On a décidé par rapport à un prix de loyer raisonnable
en étant en début de retraite pour moi et Michel un peu plus tardif, enfin un peu plus ancien que moi, sur la retraite, on a décidé qu'on prenait le risque de se faire plaisir. Alors vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire du lieu. Locataire, oui. D'accord. Oui. Et il a fallu quand même... Alors comment on le bâtit, comment vous avez monté le lieu tout ça? était totalement abandonné. Oui. Et donc il a fallu entièrement le restaurer, quoi, et transformer un lieu qui était Une boucherie tout à fait vétuste, une ancienne boucherie, mais vraiment abandonnée depuis plus de 20 ans, D'accord. donc avec beaucoup de gravats, en librairie. Alors comment on choisit les bouquins? Comment ça se passe? Pour monter un stock, comment vous aviez tout ça chez vous, évidemment? Moi, des bouquins, je les choisis justement avec mes connaissances et mes goûts. Beaucoup mes goûts et un peu mes connaissances. Il y a des choses, je sais que je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont dignes d'être présentées, enfin qui sont souhaitables. Enfin voilà, c'est compliqué. Le livre, c'est un puits sans fond. Donc c'est très vaste. Donc c'est difficile de dire. Mais il est vrai que dans cette librairie, forcément, je pense que ce qui est intéressant dans une librairie, c'est qu'il y a une intention. Quoi, voilà. C'est ça. Donc, je crois que moi j'ai des intentions, c'est-à-dire j'ai quelques auteurs fétiches qu'on retrouve ici. Par exemple. Je ne sais pas, dans les modernes, il y a Emmanuel Carrère, Georges Perec, Annie Arnaud, voilà, Annie Arnaud, Bobin, je ne sais pas. Bobin, vous aimez Bobin? Oui. Modiano, oui, voilà. Bon, c'est la génération. Par exemple, il y a les anciens. C'est Yourcenar, Yourcenar, les Marguerites. Au fur et à mesure, j'en découvre quelques-uns de temps en temps. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on est plus libre quand on est bouquiniste ou libraire pour fonder un style dans la... Oui. Je pense que ça n'a rien à voir, moi. Ah bon? Voilà. Enfin, libre, pas... On dépend quand même de la clientèle. On dépend beaucoup du hasard aussi. Ouais. Nous, les bouquins, on les a là aussi au hasard de... Bon, alors, le hasard, ça se guide. Ça se maîtrise. Ça se provoque, voilà. Mais... il y a l'intention, justement. C'est différent parce que, bon là, le stock, c'est le libraire, il travaille aussi avec des intentions certainement, et avec l'actualité, enfin il est un peu porté par, nous on est porté par la qualité des lots qu'on arrive à dénicher, quoi. C'est ça, c'est ça. Et quand il n'y en a pas, on a intérêt, heureusement, après il suffit, moi je sais que ça fait quand même quelques années que je ramasse des livres, que j'en accumule, sans forcément chercher à en vendre jusqu'à maintenant. Oui. Donc, de temps en temps, je vais puiser dans mes réserves. Voilà. Et il y en a. Et c'est bien de vivre au milieu des livres. C'est bien. C'est très agréable. C'est quoi? C'est l'odeur, c'est tout ça. Vous savez, ça se communique avec la clientèle. Parce que dès qu'ils rentrent ici, ils ont envie presque de tenir la librairie. Ça serait leur rêve d'être là. Toujours pareil. Après, c'est une école de la patience aussi. Il y a le rôle de la coupe aux lèvres. Du travail, oui, c'est ça. Tout à fait. Par contre, baigner dans les bouquins, ça éventuellement, c'est une des raisons principales qui fait que je suis. Est-ce qu'un bouquiniste lit plus qu'un libraire? Ou il est toujours arrêté par des fiches professionnelles ou autres? Non, c'est pareil. On se documente, on parcourt très vite, et puis on lit ce qui nous accroche vraiment. Moi, je me documente aussi en permanence, enfin autant que faire se peut, mais voilà, on n'est pas informé, on n'a pas des représentants qui viennent nous expliquer ce qui est sorti les dernières fins. C'est ça. Moi, de toute façon, en plus, ça, c'est un métier, c'était un métier d'autodidacte. Tout à fait. Quand j'ai fait ce métier il y a 30 ans, je me suis dit, tiens, il fallait apprendre. C'était avant Internet, et donc à ce moment-là, quand on avait un livre dans les mains, il fallait savoir qu'est-ce que c'était ces livres, pourquoi il était rare, et quel prix il fallait mettre dedans. Et c'était pas, je l'ai vu sur Internet. Il y a la notion de prix. C'est dur, c'est difficile de mettre un prix à un livre, c'est difficile. Comment on fait? Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères. Justement, normalement, le livre, aujourd'hui, de toute façon, on se base sur le marché. Il y a un marché, tout simplement. Vous avez des revues professionnelles, tout ça? Non, pas spécialement. Le marché, on le sent. On le sent parce que ça se voit très vite sur les ventes. Il faut que ça soit accessible et il faut que ça soit aussi respecté. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'usage. Il faut dire que l'usage dans le livre d'occasion est en grande partie marqué par Internet, et par les sites. Tout le monde est vendeur. Qui sont sur Internet. Et vous-même, vous ne voulez... Pardon. Oui, pardon. Non, allez-y. Mais par contre, après, ça c'est quand même assez simpliste. Après, un livre
quand on a un livre vraiment un peu compliqué, il faut savoir pourquoi. C'est justement un livre de valeur. Pourquoi? Parce qu'il est ancien, parce quel éditeur, pourquoi l'a arrêté, parce que je sais pas, des fois ça va du fait que le stock a brûlé dans un incendie, ou qu'il a été tiré à 100 exemplaires, ou que... Enfin, bon, il y a des tas de raisons pour qu'un livre soit rare, mais voilà, ça c'est une histoire. Donc moi ce qui m'intéresse aussi, des fois, c'est de comprendre l'histoire d'un livre. Quand j'ai un livre dans les mains, pourquoi ce livre, je sais qu'il a un intérêt a priori, et pourquoi. D'accord. Donc le livre, il a une histoire, voilà, c'est pour ça que certains livres valent plus cher, mais bon, valent plus cher que d'autres. Bon, mais ici ça correspond... Michel et Jean-Louis, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques ouvrages, que vous avez Quelques auteurs. Quelques auteurs. Japonais aussi. Alors, Paul Pavlovitch vient de ressortir un livre de mémoire à propos de l'affaire Ajar. Voilà. Ajar. Alors il faut dire qu'Ajar a eu 2 fois le prix Goncourt, et parce qu'il a été... Romain Gary a eu 2 fois le prix Goncourt, puisque dans les années 70, il a créé un personnage, Émile Ajar, auquel il a confié le rôle à son petit-neveu Paul Pavlovitch, qui fait semblant d'être ce personnage. Il est créé de toutes pièces, et ainsi il a eu comme 2 œuvres. C'est ça. Et il a écrit une forme testamentaire, il s'est suicidé. C'est ça. Et il a dévoilé, après sa mort, le subterfuge, qui est un des plus grands canulars du XXe siècle en littérature. Enfin, canular, c'était sérieux, mais... Et qu'est-ce qui est devenu alors son neveu? Il vient d'écrire un livre. Excusez-moi, j'ai oublié le titre, mais que j'ai pourtant lu. Oui, bon. Et il vit là-bas, toujours dans le Lot. Et il a écrit à nouveau les mémoires, ses mémoires par rapport à son oncle Émile Ajar. Et il raconte un peu l'histoire du canular de Romain Gary, qui avait marié avec Jeanne Seberg, enfin tout ça, il reprend toute cette histoire. Mais bon, Pavlovitch, mais surtout Romain Gary. Voilà un des auteurs qui est toujours à la vente au plus haut point dans ces auteurs du XXe siècle, et qui a été, et justement, il avait fini par créer ce personnage parce que lui, chaque fois qu'il écrivait un livre, il était bof. Les critiques, dans le meilleur des cas, c'était bof. Il était dénigré totalement, enfin assez souvent, bien qu'il ait eu déjà le concours, il avait eu du succès, mais bon. Et donc, il a voulu mettre un coup de pied à la fourmilière et il a fabriqué. C'est tout à fait extravagant. Voilà. Et vous, alors, par exemple, Jean-Louis, après je vous en prie. Jean-Louis, un livre. Oui, dans ce que je voulais parler je ne connaissais pas la littérature japonaise vraiment. Et j'étais surpris avec une certaine jeunesse qui l'a découvert et ils nous ont dévalisé à un moment donné les poches que l'on avait sur la littérature japonaise. Et c'est plutôt la femme de Michel d'ailleurs qui est grâce à elle qu'on a connu pas mal d'auteurs. Au niveau des mangas, au niveau de quoi? Non, littérature japonaise, la littérature. Tout ça, Kawabata, Les Belles Endormies, Mishima. Mais il y a une écrivain qui est sympa. Enfin, oui, c'est toute une littérature qui est très... Et qu'on a fait découvrir déjà, qu'ils ne connaissaient pas aussi. Très chouette. Alors ça peut être un peu trash, je crois, mais c'est toujours assez sensuel. Pas forcément, ça dépend des auteurs. Mais c'est un versant en particulier. Après, alors c'est quel éditeur déjà qui sort les traductions de japonais, de chinois? Je sais plus. Il y avait Stock qui faisait beaucoup ça à un moment donné, mais je ne sais pas, j'en ai là-haut, là en poche. Il doit y avoir pas mal de trucs... sur les éditeurs, Enfin bon, je ne vais pas... Bon, c'est pas grave. Là, je commence à... La mémoire des noms qui ne va pas bien, c'est délicat en vieillissant. Je sais, mais ça ne vient pas. Michel, une autre œuvre. Bon, alors après... Que tu as lu, toi. Non, sinon, mais je... Bon, évidemment, voilà. Ah oui, Perec. Georges Perec, voilà. Donc ça aussi... La disparition... La disparition... En fait, le souvenir d'enfance, c'est un drôle de bouquin. Maintenant qu'on étudie à l'école, d'ailleurs, bon, du coup... Mais non, ça c'est un itinéraire aussi. Qu'on le voit bien à la caméra. Oh, c'est un petit... Et oui, effectivement, Georges Perec aussi, c'est une sorte de phénomène éditorial. Alors, vous parlez de la disparition. Il a fait ce... Racontez pour ceux qui ne connaissent pas la disparition. La disparition est un livre de 230 pages environ, entièrement écrit sans la lettre E. Voilà, sans la lettre E. Sans la lettre E, c'est-à-dire la lettre la plus employée de la langue française.
Donc ça donne effectivement C'est fou, ça. un ouvrage un peu tarabiscoté dans son écriture. Pardonnez-moi, quel est son rapport avec l'Olipo à Pérec? Eh ben, l'Olipo a été créé avant lui, mais il a été admis un peu après la création. Mais ça a été un des membres les plus éminents C'est ça. parce que c'était d'une inventivité exceptionnelle. Et l'Oulipo, ça part du principe de créer des contraintes pour écrire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit Sous contrainte. on n'écrit jamais si bien que sous contrainte, selon l'Oulipo. Et Georges Perec adorait se mettre des contraintes et les résoudre, dont celle de faire un lipogramme, c'est-à-dire enlever une lettre et faire la disparition, la disparition, 230 pages sans la lettre E. Et en fait, on sait aussi, sachant que son père est disparu à la guerre, que sa mère est partie en camp de concentration tout de même, et que ce livre sans E, mais désormais, enfin les universitaires le disent et tout, que c'est pas seulement sans E, sans la lettre, c'est sans E. La disparition, c'est pas seulement. Voilà. Il y a un moment où derrière cet exercice de style un peu ludique. Ludique ou même gratuit, je sais pas, qu'on pourrait sembler rien. Voilà, qu'il y a chez Perec, il y a comme ça dessous une sensibilité, qui est ressortie à ce moment pour le créer. Très prenante, mais bon, à laquelle on n'a pas accès immédiatement, je pense. Mais voilà. Merci. Jean-Louis, un autre. On pourrait parler de l'ensemble des collections de BD parce qu'on est très attaché aussi à la bande dessinée, parce que les enfants lisent aussi grâce à la bande dessinée. Donc on est aussi passionné de bande dessinée. Donc il y a des auteurs toujours pareils, comme toi tu connais bien Tardy, qui est avec Astérix. Les Astérix Tintin, les classiques parlent toujours, mais il y a Jodorowsky ou Bilal, on a de belles collections. Aujourd'hui, cette petite série, là, Les Enfants de la Résistance. Les Enfants de la Résistance, très chouette. C'est récent, c'est assez difficile. Voilà, des beaux ouvrages sur les avions, aussi sur l'aviation. Voilà. Avec plaisir, toujours la passion.